Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostic pour NXT TakeOver New York et pour WrestleMania 35. Je suis en compagnie du joueur du grenier. Bonjour, la drogue. Alors évidemment vous l'avez reconnu, c'est The Sad Panda. C'est moi. Voilà, qui est venu regarder WrestleMania et NXT TakeOver New York à la maison. On fera un talk show aussi chez moi si tu veux sur Twitch. C'est vrai qu'on fait ça. Ou un débrief à chaud. Tout à fait. Mais 3 jours après. Sur sa chaîne Twitch. Alors The Sad Panda avec un Z. C'est ça. C'est ça. Donc on va commencer à plonger directement dans les pronostics avec le premier match. Je vais partir de la fin parce que je suis contrariant. Le Fatal 4-Way pour le titre NXT féminin. Shayna Baszler contre Io Shirai, contre Bianca Belair, contre Kairi Sane. Je te laisse la main. Qui choisis-tu? Qui est le pronostic de qui? Alors, le problème, c'est qu'on a Bianca Belair qui a eu sa tentative pour le titre, et on disait, enfin, la rumeur c'était, elle est pas vraiment prête, elle est un petit peu arrivée comme un cheveu sur la soupe. On a Kairi Sane qui a eu sa main déjà 2 fois sur le titre, elle a eu des runs un petit peu ridicules, ils ont du mal vraiment à la rendre importante, on va dire. Io Shirai, pourquoi pas, mais je pense que c'est trop neuf. Alors le truc c'est, voilà, Io Shirai, je te laisse finir d'abord. Ouais, enfin, je vais faire très vite. Io Shirai, je pense que c'est trop neuf, donc je pense qu'ils vont continuer avec la suprématie chez Shayna Baszler, parce que j'ai l'impression que c'est un peu à la mode d'avoir des champions, enfin des anciens combattants UFC qui dominent. Brock Lesnar, Ronda Rousey, Shayna Baszler. Ça se défend. Alors, alors moi, Bianca Belair, j'aimerais bien qu'elle continue parce qu'il y a un truc, il y a une stat très rigolote sur Bianca Belair, c'est que sa gimmick, c'est qu'elle est undefeated, invaincue. Mais elle a perdu déjà. Exactement, mais elle continue de dire qu'elle est invaincue. en takeover, elle est à 0-1. Est-ce que sa nouvelle gimmick, ça serait pas je suis incohérente? Voilà, je suis invaincue et en takeover, elle continue de perdre. Je trouve ça très très drôle, quoi, qu'elle soit 0-2, 0-3, 0-4. C'est l'anti-streak. Oui, voilà. Kairi Sane, je pense qu'elle a prouvé qu'elle n'était pas une bonne championne, que c'est une bonne catcheuse, mais en championne, elle a rien, quoi. Ses promos font mal. Oui. Parce que, bon, après, c'est le problème de la langue, c'est la barrière, c'est qu'elle maîtrise pas bien l'anglais, du coup, on l'oblige à répéter des phrases comme un perroquet, c'est pirate. Oui, ouais. Mais ça rend pas bien. Non. Et alors, du coup, il reste Shayna Baszler et Io Shirai. Et du coup, je suis partagé parce que je pense qu'ils vont faire monter Shayna Baszler sur le roster principal. Je pense que ça va être le moment. Du coup, j'aurais plus tendance à partir sur Io Shirai. Maintenant, Io Shirai, il y a ce double côté. Elle vient d'arriver, mais en même temps, c'est pas une nouvelle non plus. C'est déjà une vétéran, mais qui vient d'arriver à NXT. Donc ouais, non, je pense que je partirais plutôt sur Io Shirai. Je pense que ça va être Bianca Belair, en fait, qui va gagner le titre, parce qu'ils ont déjà essayé de la pousser, et on sait que... Même si c'est pas Vince qui gère NXT, mais ils aiment bien les gens qui ont un physique. En fait. Et Bianca Belair est super balèze parce que c'est une ancienne athlète olympique, il me semble même. Olympique, je pense qu'ils vont transférer le titre sur Bianca Belair pour envoyer Shayna Baszler au roster principal, parce qu'à mon avis, WrestleMania 35, Ronda Rousey va perdre un titre et ils vont partir sur une histoire, ils vont commencer à unifier les meufs de l'UFC. Donc, mais toi t'es sur Shayna Baszler ou Bianca Belair du coup? Du coup, je vais dire Bianca Belair en prédiction. En fait. D'accord, plutôt Bianca Belair. Très bien. Ensuite, nous avons le Velvet in Dream contre Matt Riddle pour le titre nord-américain. Donc je t'ai laissé la main tout à l'heure, donc là c'est moi qui commence, donc une histoire d'alterner. Pour l'égalité des sexes. En plus, voilà, l'égalité des t-shirts. Parce qu'on est bleu et rouge, c'est magnifique. C'est voilà. Pas fait exprès. Non. Alors Velvet in Dream ou Matt Riddle, je pense qu'ils vont faire continuer le règne de Velvet in Dream, ça me semble trop tôt pour lui retirer la ceinture. Donc je pense que Velvet in Dream va gagner. Voilà. Alors le problème, moi j'ai envie de dire Matt Riddle parce qu'ils veulent le builder comme quelqu'un de très fort. Il y a eu une grosse hype autour de Matt Riddle quand il est arrivé. C'est vrai. Et à mon avis, ils l'ont un peu killé dans l'œuf, pour parler en anglicisme, je sais pas pourquoi d'ailleurs, quand ils ont abusé de son feud avec Chris Hero, Cassius Ohno, pardon. Qu'à mon avis, ils se sont dit merde, on est allé trop loin et du coup ça l'a un peu perdu son élan. Et je pense que là, ils vont le faire gagner pour redonner cet élan qu'ils ont involontairement fait perdre. C'est possible parce que les Velveteen peuvent faire briller n'importe qui. Ils l'ont foutu dans le match à 5 pour avoir une chance pour le titre de la NXT. Donc c'est que les gars, ils estiment que c'est un gros... À mon avis, c'est pour intérêt parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Matt Riddle qui défonce Cassius Ohno en 3 secondes. Ouais, mais il faut un match retour quand même. Ok, on fait le match retour. Bah, il regagne. Il faut refaire un match retour. Ouais, mais il regagne, il le massacre. Et du coup, tu tues l'élan de ce nouveau qui arrive. Donc, ils ont besoin de le rebuilder un petit peu. Et je pense que c'est l'occasion de lui donner une ceinture pour le faire briller un peu plus. Ça peut. Et c'est même plus sensé que mon pronostic à moi. Mais bon. Je suis parti pour le Dream. Johnny Gargano contre Adam Cole, bébé.
Alors, Johnny Gargano est mon catcheur préféré. Johnny Gargano aurait gagné si ils étaient partis sur le match Ciampa-Gargano, je pense. C'est un match en deux manches gagnantes. Pardon, c'est à toi de faire ton pronostic d'abord. Ah mais j'aimais bien ton petit pitch. Ah, donc c'est pour le titre vacant de la NXT. Tout à fait. Ah, Johnny. J'adore Johnny Gargano. Parce qu'il peut, lui, c'est typiquement, on en parlait tout à l'heure, il y a des catcheurs qui peuvent porter n'importe quoi dans le ring. Ça, et, comme Chris Jericho, à une époque, il pouvait, comme on dit, catcher avec un sac de pommes de terre et le faire briller dans le ring. Je pense que Johnny Gargano a cet acabit-là. Adam Cole est parfaitement capable de faire d'excellents matchs. Adam Cole est très bon, Donc je prédis déjà le match de la soirée. Ah non, mais carrément, le match de l'année, Johnny Gargano et Adam Cole. Et le truc, c'est que les deux mériteraient d'avoir la ceinture. Mais je trouve ça plus intéressant parce que Johnny Gargano sur 2018 il a eu les meilleurs matchs de l'année, mais il les a tous perdus, quasiment. Il me semble qu'il les a tous perdus, donc je pense que c'est le moment de le faire gagner et de lui coller des titres. Mais comme il y a eu des problèmes scénaristiques, on va dire, parce que tu m'as dit que Ciampa était blessé, qu'à mon avis ils avaient plus de plans que ça, je pense qu'ils vont lui coller le titre dessus pour voir pour plus tard, mais je pense qu'il peut gagner en fait, parce que Adam Cole, je comprendrais pas pourquoi il gagnerait. Alors Adam Cole il a l'Undisputed Era avec lui. Oui. Johnny Gargano a déjà été appelé sur le roster principal. À mon avis le plan va changer maintenant que Ciampa est... C'est ça. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la blessure de Ciampa, moi je le voyais bien builder Gargano sur le roster principal parce qu'il mérite largement, il peut faire un peu tout ce qu'il veut. Mais vu le climat ambiant, je pense que Gargano mérite largement le titre et mais je pense déjà que ce sera le match de la soirée. Et il y a surtout le fait que si Johnny Gargano gagne le titre là, il deviendra le tout premier champion Grand Slam de la NXT. D'avoir touché tous les titres. Ouais. Sauf le titre féminin. Ouais, moi je pars sur Gargano. Et bien je vais partir sur Gargano aussi. Je suis pour toutes les raisons qu'on a évoquées, parce que c'est le moment, parce que il est suffisamment bon pour devenir le premier champion Grand Slam de la WWE, de la NXT. Ça serait un beau palmarès. Oui. C'est donc cool. Adam Cole est vraiment excellent, mais je pense qu'il va se passer un truc avec l'Undisputed Era, parce que l'Undisputed Era, ils sont sur une série de défaites en ce moment. Ah, tu penses à un clash, éventuellement, une fin de règne? Je pense qu'il y a moyen qu'ils se mettent sur la gueule, ouais. Parce que je sais pas s'ils construisent un truc ou pas, ou si c'est une coïncidence, mais depuis que Bobby Fish est revenu, ils arrêtent pas de perdre tout le temps. le Dusty Road Tag Team Classic, ils ont perdu au premier tour. Je suis en train de réfléchir parce que quand j'étais en train de penser au Bullet Club à la New Japan, est-ce qu'ils vont pas faire genre parce que là Adam Cole c'est plus ou moins le leader spirituel. Oui, complètement. Est-ce que Adam Cole va pas perdre et que l'Undisputed Era va se retourner contre lui en fait, et qu'il y aura toujours une Undisputed Era mais sans lui, et du coup qui sera comme un... Gargano qui prend la tête de... soit Gargano qui part juste avec le titre, soit Gargano qui prend la tête du truc. Je ne sais pas. Mais moi je vois Gargano en tout cas. Ouais, bon allez. Ensuite, Pete Dunne contre Walter pour le titre du Royaume-Uni. Alors je ne suis pas NXT UK, je vais le dire déjà d'emblée, mais je connais Walter. J'aime bien le gars, il a une réputation qui le précède, et évidemment je connais Pete Dunne puisqu'il apparaît souvent sur NXT, et ça fait 685 jours je crois qu'il est champion, Pete Dunne. Je sais pas si ils vont faire, si c'est un truc qui va exister ou qui existe, de faire monter des gens de NXT UK sur le roster principal. Si c'est le cas, je pense que Pete Dunne est largement prêt. Bah, Pete Dunne était présent au Royal Rumble. Oui. Mais on aurait dit un schtroumpf. J'insiste là-dessus, c'est qu'à mon avis, il faut le protéger. La plupart des catcheurs, que ce soit de 205 Live ou de NXT UK, ce sont de très bons performeurs, il n'y a pas de problème, mais ils ont beau avoir tout le talent du monde, mais ils ressemblent à des nains de jardin dès qu'ils arrivent dans le roster principal. Je sais, mais ça devrait pas. Et je vais citer le nain le plus malchanceux de l'histoire du catch, Taz. Qui était une légende de la ECW, un mec de folie avec un charisme de monstre, et dès qu'il est arrivé à la WWE, pas pris au sérieux dès le premier jour, et après c'est devenu un mème. Le mec, quand il se fait éliminer du Royal Rumble, sa musique a même pas fini de jouer, qu'il est déjà éliminé du truc. Il a jamais été pris au sérieux, il a été tué, et moi j'ai pas envie de voir Pete Dunne, qui est jeune en plus, mais j'ai pas envie qu'il lui arriverait ça, tu vois, parce que... J'ai pas envie, moi ce que je veux c'est que Pete Dunne aille sur le roster principal et qu'il soit pris au sérieux, et qu'il marche, mais c'est ce que j'aimerais aussi. Mais comme je le dis toujours quand on a des discussions avec Lynx, c'est tant que Vince McMahon aura sa main par-dessus le business, sa mentalité ne changera pas. C'est-à-dire que Vince veut des grands monsieur musclés, il veut pas des petits monsieur ridicules. Je garde espoir tout de même. Daniel Bryan est champion de la WWE. Combien d'années ça a pris? Combien de fois il s'est fait virer? Allez, je sens que tu y mets de la mauvaise volonté. Bref, Pete Dunne contre Walter, je pense que Walter est l'adversaire idéal pour faire s'interrompre le règne de Pete Dunne. Je pense que Walter va gagner.
Je pense qu'il peut. Donc moi je vais dire Pete Dunne. Tout simplement parce que je comprends ton argument de casser le stack qui ne veut rien dire, parce que du coup ça veut dire il n'y a pas trop de compétition. Et Welter c'est un gros Autrichien bien impressionnant, avec un style qui percute beaucoup, qui pourrait porter la ceinture, mais je pense que pour un week-end de WrestleMania tu préfères rester sur la valeur sûre, et surtout je pense que Walter est typiquement l'adversaire qui rendrait le titre beaucoup plus important, parce que si tu vois Pete Dunne qui doit faire une tête de moins peut-être, ou facile 100 kilos de moins, j'exagère, mais Pete Dunne qui bat ce Goliath absolu, ça va donner un prestige de ouf en fait au titre. La batterie qui est en train de crever. Ah ouais, alors qu'est-ce qu'on fait, on finit tes covers d'abord. Donc Pete Dunne, t'as fini d'argumenter pour Pete Dunne. D'accord, non mais c'est recevable, c'est valide. Merci. Et enfin, les champions en équipe, War Raiders contre Aleister Black et Ricochet, et Yamuski Patoun. Mumus. Il nettoie les vitres. C'est très gentil de sa part. C'est propre, c'est bon. Je vais dire les War Raiders. Alors c'est très bizarre, parce que autant dans le roster principal, les pay-per-view, on est habitué aux matchs un peu remplissage cacahuète. Ouais. J'ai envie de dire qu'ils servent un peu à rien et qui sont là juste pour dire pour payer un peu tous les catcheurs. À la NXT, on n'est pas habitué à ça. Ça me rappelle, c'est quoi ce match typiquement? Il me rappelle le match du dernier Royal Rumble entre Rezar et le mec de Revival contre c'était The Bar. total, c'était un match de pisse totale, tu comprenais pas cet ascendant. Et là, pour moi, déjà, Aleister Black et Ricochet, c'est une équipe dans laquelle je suis là, je me dis, mais pourquoi ces deux-là? Et c'est une équipe qu'ils ont balancée sur le main roster. Alors, et j'ai l'impression que c'est juste un match de remplissage pour dire, il faut des opposants. À NXT, il y avait une raison en fait. Aleister Black et Ricochet, non seulement ils ont participé au Dusty Rhodes Tag Team Classic, en plus ils l'ont gagné. Donc ils ont un match de championnat. Donc ils sont legit, ouais. Voilà. Mais ils ont participé pour une raison précise, c'est-à-dire que les deux avaient des problèmes avec l'Undisputed Era, et ils ont participé en se disant, si on se retrouve contre l'Undisputed Era, on pourra leur faire barrage, parce qu'on veut pas qu'ils gagnent. Voilà. Et finalement ils ont jamais affronté l'Undisputed Era. C'était les matchs du Super Bowl, non, qui voulaient. C'était peut-être à cause de ça, ouais. Qui avait le feud juste avant. Mais moi je reste sur les War Raiders parce que ça reste une excellente équipe extrêmement puissante. De toute façon, je suis d'accord, ça va être les War Raiders. De toute façon, Aleister Black et Ricochet vont passer sur le roster principal. Ils vont pas leur mettre des ceintures maintenant. Parce que pareil, Black était au Royal Rumble. Ouais. Et il a fait très bonne impression, je trouve. Ouais. Mais là, ça fait des semaines que Black et Ricochet sont à SmackDown et à Raw et ont l'un des meilleurs matchs de la soirée, 2 soirs par semaine. Parce que je pense que c'est trop tôt pour balancer, même s'ils en auraient grandement besoin, de balancer les War Raiders sur le principal, parce qu'ils auraient vraiment besoin d'une équipe comme ça en fait. Non mais attends, la dernière fois qu'ils ont eu une équipe comme ça, ils ont envoyé Authors of Pain et t'as vu ce qui s'est passé? Ils ont fait manager par Drake Maverick qui s'est pissé dessus. C'était rigolo. Non. Moi ça m'a fait C'était dommage, oui d'accord. Oui, non mais attends, tu peux pas comparer Authors of Pain avec War Raiders non plus. Bah c'est la même ambiance, c'est-à-dire on est très costaud. Oui mais il me semble que les War Raiders, ils ont tourné pendant longtemps ensemble dans les indés, tout ça, alors que Authors of Pain, je pense que c'est plus des gens qui sortent du Power Plant. Ouais. Mais je veux dire, dans la gimmick c'est le même, tu vois, c'est ce genre de personnage qu'ils ont besoin, dont ils ont besoin, pardon. Une équipe assortie, c'est ça qui manque. Oui, putain, oui, mais tellement. Des vrais... Moi, quand je pense au catch et à la division par équipe, je pense aux Legion of Doom, je pense à Demolition, qui étaient des équipes où vraiment c'était des mecs qui bossaient ensemble pendant très longtemps, qui avaient des tenues assorties, qui avaient des personnalités assorties. Et maintenant, j'ai l'impression que la division SmackDown Hero, c'est vraiment... Il y en a deux qui bossent pas là-bas. On fait une équipe. Ouais, mais c'est très bizarre parce qu'il y a des équipes vraiment legit. Il y a The Revival, il y a les Usos, il y a les Moustache Mountain aussi. Ouais, mais c'est pas le roster principal. Oui. Bref, il y a des équipes tout à fait legit. Et à côté de ça, t'as Nakamura, t'as Gable et... Tammy Jax, Gable et Rude. Qui veut rien dire. Bah non. Et encore, Gable et Rude, ils ont fait un petit effort, Gable a absorbé la gimmick de Bobby Roode. Ouais, mais il y a quelque chose, ils font pas la rentrée séparément, ils ont pas chacun une musique, ils ont pas chacun un gear. Parce que Gable avait déjà sa personnalité à lui, et d'un coup on lui dit, cosplay-toi en Bobby Roode. Voilà. En Bobby Roode, et voilà, et du coup ça le diminue en fait. Ouais. C'est Mini Roode. Ouais. Du coup ça le diminue, je trouve. Non mais complètement. Et pour moi, War Raiders. Ouais, complètement. On va changer la batterie, on revient pour les pronostics de WrestleMania. Concernant... Oh, c'était naturel. Concernant WrestleMania 35, nous allons commencer avec le pre-show. Et le pre-show cette année, comme tous les ans, ça va être d'abord le match pour le titre Cruiserweight entre Buddy Murphy et Tony Nese. Il me semble que c'est à moi de commencer. Déjà, on va dire que ça fait chier que le match soit dans le pre-show. Quoique, parce que en fait, le pre-show, c'est le truc qui est le plus facilement accessible, tu sais, c'est gratuit sur YouTube, tout ça machin. Donc c'est bien qu'ils aient de la visibilité aussi.
Alors je suis d'accord. Le problème c'est que là déjà le premier truc qu'on disait avant qu'il enregistre là c'était oh putain il y aura 15 matchs voire 16 et moi ça me fatigue. Vous le savez, enfin pour les gens qui me connaissent un petit peu et qui viennent sur les live Twitch où on en parle, ou même quand je parle de catch en général, je dis toujours arrêtez de faire des shows de 6-7 heures, c'est fatigant et pour nous c'est fatigant alors qu'on est à la maison, canapé, tout ça. Je pense aux gens qui sont dans l'arène qui doivent décéder en étant là des heures. Pour moi c'est trop long. Effectivement, pendant un moment, sur beaucoup de pay-per-view, on dit ouais le pre-show c'est du caca, on balance un petit peu les trucs, tu vois des mecs comme Nakamura ou Rusev qui sont là et t'as pitié pour eux. Bah... Plus le temps passe, parce que là maintenant ça va faire un an mine de rien qu'on voit les pay-per-view ensemble, et je me dis en fait c'est pas plus mal parce que le pre-show, c'est là où t'es hypé, c'est le début, t'es plein d'énergie, t'es réceptif. Et effectivement, qu'il y ait ce match-là en premier, moi je suis content parce que là, plus on va avancer dans la soirée, plus des matchs on en aura rien à foutre. Tony Nese, Buddy Murphy, c'est peut-être bien d'être à fond pour... C'est pour ça que ce premier match, je pense que les deux gars vont envoyer comme il faut. Ah mais carrément. Mais le problème, c'est qu'ils brident... C'est bizarre, ils mettent une espèce de DLC, c'est-à-dire, vous voulez leur vraie personnalité, regardez Five Live. Mais oui, carrément. Et quand tu regardes Buddy Murphy sur un pay-per-view, il est vachement plus terne que sur tout. Et c'est dommage. Il passe pas la seconde. Ouais. Donc c'est bien qu'ils soient en début, comme tu dis, parce que voilà, c'est le début, c'est en R2, on fait tout. Mais c'est dommage que ça soit le début. C'est compliqué, mais voilà. Alors, quant à savoir lequel des deux va gagner, je pense qu'ils ont beaucoup évoqué Neville sans le mentionner. Akira Tozawa a eu un match contre Buddy Murphy en lui disant le King of Cruiserweight pensait que je n'arriverais pas à le battre, et je l'ai battu. Bref, il évoque beaucoup. À mon avis, ils vont faire durer le règne de Buddy Murphy jusqu'à ce qu'il efface le record de Neville. Donc je pense qu'ils vont faire gagner Buddy Murphy. Il s'appelle Pac maintenant. Il s'appelle Pac maintenant sur à AEW du coup. AEW. Ouais, moi je partirais sur Buddy Murphy parce que si c'est un match de pré-show, ils vont pas s'embêter à faire une immense histoire, ils la feront en tout 5 live. Donc ouais, je pars sur Buddy Murphy aussi. Ouais. D'accord, bon, parfait. Deuxième match, on va partir sur la Battle Royale masculine, André le Géant, Memorial Battle. C'est à toi de commencer. Parce que je sens que tu as beaucoup de choses à nous dire sur ce match. Ah bah oui, parce que c'est un match qui a une histoire assez fabuleuse. Il faut savoir que tous les gens qui gagnent la bataille André le Géant, après connaissent des carrières énormes. Tu vois, c'est comme dans les années 90, quand tu gagnais le King of the Ring, où ça voulait dire quelque chose. Tu vois, quand Austin l'avait gagné, quand Bret Hart l'avait gagné. Là, regardez, les derniers vainqueurs, c'est le Big Show. Mojo Rawley qui parle à un miroir et Cesaro une semaine sur 5. Cesaro qui était le premier gagnant, c'est vrai, et qui en plus avait sorti le Big Show qui était plus ou moins le fils spirituel d'André le Géant à la WCW. Et du coup ça devait être le grand début du push de Cesaro, la bataille André le Géant, et on voit où il est aujourd'hui. Il est dans une... Franchement, Cesaro, Mojo Rawley, Cesaro s'en sent vachement bien. Il s'est bien rattrapé. Je tiens à te rappeler que l'année dernière, il a perdu contre un enfant de 11 ans. Ouais. D'accord, bon. Non, mais cette bataille, j'ai même pas envie de donner de pronostic parce que ça n'a aucun intérêt. Je pense que ça va être Braun Strowman qui va gagner. D'accord. Pour bien entériner sa carrière, parce que là, clairement, ils ont abandonné tout projet de le rendre important et c'est fort dommage. Il avait un momentum, mais jamais vu auparavant. Ouais, mais il s'est fait... Braun Strowman est le mec qui a pris un tremplin, l'a soulevé à deux bras, l'a posé, il a fait c'est bon, et là ils ont fait non. C'est un tremplin pour la deuxième place. Le mec c'était vraiment un élu de Dieu pour avoir un poste carré, et puis dès qu'il est arrivé près du truc, il fait non mais finalement tu vas catcher avec un enfant et ça va être rigolo. Ouais, et à chaque fois qu'il va monter, c'est... Et là tu vas catcher avec les gars de SNL. T'as suivi ça ou pas? Oui. Voilà. Tout ça pour vendre un jouet de voiture qui se démonte voilà. Aussi. Et j'ai l'impression... Et je vais regretter mes paroles, mais Braun Strowman, qui aurait pu être une méga star, va devenir le nouveau Big Show. C'est-à-dire le ressort comique qui devient heel ou face selon le besoin de la semaine. C'est très possible. Et il va gagner ça. Et franchement, c'est une malédiction en fait. Dès que t'as le trophée André le Géant, ça veut dire que c'est bon, ta carrière est finie. Donc je dis Braun Strowman parce que là, c'est n'importe quoi. L'année dernière, c'était Matardi, putain. Qui a pris sa retraite. Oui, il est revenu depuis. Il est revenu et tout le monde s'en fout. Parce qu'il a touché le... Il a touché le Alors, ils ont l'air de pusher pas mal Apollo Crews aussi pour ce titre, mais j'y crois pas une seconde parce qu'Apollo Crews, à chaque fois qu'il le push, ça va nulle part. Donc, je pense qu'ils sont capables de faire gagner un des deux gars de SNL. Ils sont capables. C'est parfaitement plausible. Mais oui, complètement.
Alors du coup j'hésite juste entre Colin Jost et Michael Che du coup puisque c'est leur nom. Je vais partir sur Colin Jost, sur le con là, celui le méchant. C'est risqué mais je pense que t'as raison. Oui, non mais en fait, quitte à en avoir rien à foutre, autant donner le pronostic qui... Quoi qu'il avait déjà fait avec Drew Carey de le faire participer en Royal Rumble, mais il avait perdu assez vite. Oui, mais là, de toute façon, ils vont trouver un moyen pour que ça se finisse avec Strowman et les deux gars de SNL. Ou alors ils vont se barrer dès le début, c'est possible aussi. Oui, qu'ils prennent peur, tu sais. En fait, qu'il y a un spot où Braun Strowman leur fait peur et qu'ils se jettent par-dessus les cordes, comme Drew Carey au Royal Rumble. Ouais, ça peut. Mais je pense que t'as plus... Moi, je vais rester sur Braun Strowman par pur esprit d'opposition, mais je pense que t'as plus raison, en fait. Ou alors Michael Che va rester dans le ring, Colin Jost va se barrer, et Braun Strowman va le suivre en passant par la troisième corde en s'éliminant sans faire gaffe. Une connerie dans ce genre. Par contre, dès le moment où il y aura le gagnant, pendant combien de temps, d'après toi, ils vont rester sur le vainqueur? Tu sais où ils le filment avec le trophée. Rien du tout, ils vont... 3-4 secondes. Ouais, voilà. Montre-moi. Voilà. Regardez ça, allez. Allez, hop. Battle Royale féminine. Ah, ben là... là, il y a même pas... Parce qu'on avait 3 noms, quand même. Michael Che, Colin Jost et Braun Strowman. Parce qu'il y a les Hardy Boys qui sont dans cette Battle Royale, il y a Mustafa Ali qui est dans cette Battle Royale, il y a Andrade Cien Almas qui est dans... Mais je ne veux pas qu'il gagne ce titre. Ah non, mais non, surtout faut pas qu'il touche. Il faut pas s'approcher, tu sais, c'est un objet maudit quoi. C'est l'anneau. Ouais, mais chez les femmes, ça va être rare. Chez les femmes... Malheureusement, je pense que Asuka va être maudit. Sturi est parti sur Lacey Evans, c'est évidemment ça va pas être Lacey Evans. On a regardé les pronostics de Sturi, on s'est bien marré. Mais il le sait, il en rit aussi. Asuka est de loin la meilleure à participer à ce truc-là. Pareil, il faut pas qu'elle touche à ce titre. Tu penses que c'est maudit aussi? Je pense que c'est maudit aussi, et je pense que... L'année dernière, c'est Naomi qui l'a gagné. Oui, Naomi qui a un peu disparu entre-temps, oui. Du coup. Il y en a une qui monte pour des raisons que je ne comprends... C'est clairement pas pour le talent. Mandy Rose. Je pense que Mandy Rose va gagner. Et mais je sais pas qu'est-ce qu'elle fait cette dame, parce qu'il y a un jeu de coulisses, parce que c'est clairement pas pour son talent et son charisme. Est-ce que tu es en train de sous-entendre quelque chose de monstrueusement sexiste là? Non. Non, d'accord. Non, parce qu'elle est très forte, comme Hulk Hogan, elle est très forte en politique de backstage. C'est possible. Moi j'ai vu des commentaires odieux à ce sujet-là. C'est pas bien de penser ça. Non, mais après peut-être qu'elle... À mon avis... peut-être qu'elle sait bien se vendre, peut-être qu'elle a des membres de la famille, mais il y a un truc, c'est pas possible qu'elle soit autant mise en avant et qu'elle prenne autant d'importance alors que... Par contre, là je le dis clairement, elle est nulle. Elle est pas intéressante. Sur le ring, elle est pas intéressante. Tu sais, moi, il y a deux choses, c'est soit les performances in-ring, mais ça c'est ce que je mets en second. Moi ce que je mets en avant, c'est la personnalité, les promos, tout ça, comme quand je cite mes exemples de catcheurs favoris, c'est Jake the Snake Roberts, qui dans le ring était pas fou, mais par contre, il transpirait un charisme de dingue. Ses promos, elles voulaient rien dire à l'époque, c'était fantastique. Ou même Macho Man, qui est pas un grand catcheur. Qui était pas un grand catcheur, mais par contre, dans le ring, il avait une furie absolue. Mais pareil, ça c'est du charisme. Et les promos, elles voulaient rien dire, mais c'était... Tu sais, c'était le Ultimate Warrior, mais cohérent. C'était l'énergie du Warrior, mais cohérent. On comprenait les mots. On comprend pas l'idée, mais on comprend les mots. Je peux pardonner le manque de technique tant que tu as le charisme derrière, tu vois. Et elle a ni l'un ni l'autre. Bon, elle est pas au niveau de Eva Marie, encore. Mais... Non, mais il y aura plus jamais de catcheuse au niveau d'Eva Marie, je pense. Donc tu pars sur Mandy Rose. Je prends un risque. Bon, bah écoute, disons... faudrait une catcheuse qui n'a pas d'avenir... n'aura plus jamais de push. Kairi Sane. Non. Carmella. C'est moi qui te l'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé à Carmella. T'as dit Carmella? Ah non, mais là c'est fini Carmella. Non, je supputais Carmella. Moi. Ah si, c'est vrai que tu m'as dit Carmella. Parce qu'en fait Carmella est plutôt bien, elle s'est bien améliorée, je trouve. Ouais, voilà, et c'est pour ça, je pense que c'est le moment où... Mais c'est exactement comme Naomi. Naomi, elle était moyen, elle est devenue moyen plus, et à moyen plus, tiens, le trophée, allez maintenant, va-t'en. Moi je pensais à Carmella au début, mais là j'ai envie de dire Mandy Rose parce qu'il y a une aura de mystère. Mais d'accord. C'est une bonne théorie Carmella aussi. Écoute, c'est quoi, je change. Je vais dire Asuka parce que c'est voilà. Parce que de la facilité. Parce que je suis complètement demeuré et que non, allez Carmella. Allez, prends des risques, mec. Allez Carmella, c'est parti Carmella. En fait, ça me ferait mal que Asuka gagne. On passe à la carte principale en partant de la fin. Bah oui, il y a que 3 matchs dans le pré-show. Avec les Usos contre Ricochet, Aleister Black contre The Bar, contre Shinsuke Nakamura et Rusev
Je me demande si Aleister Black et Ricochet sont pas les deux premiers gars à avoir un match, le takeover d'avant WrestleMania et WrestleMania. Ah, WrestleMania peut-être. Ouais. Parce que oui, alors le Rumble c'est déjà arrivé, mais WrestleMania il me semble que c'est tout à fait inédit. Alors Aleister Black et Ricochet sont en feu. Pour moi ça se joue entre Blackochet et les Usos. Maintenant les Usos, je peux dire une connerie, il me semble qu'ils ont jamais eu de match sur la carte principale de WrestleMania. Ce serait vraiment très chouette qu'ils gagnent. Le cœur va plutôt vers les Usos, maintenant la raison c'est plus compliqué. Je pense que Ricochet et Aleister Black vont arriver sur le roster principal et ils vont devoir avoir un roster où ils vont devoir rester. Partons sur Aleister Black et Ricochet, mais je préférerais que ce soit les Usos. Nakamura, c'est non. Nakamura, ça sera non, tout simplement parce qu'ils sont devenus populaires par eux-mêmes et que Vince n'aime pas ça. Si t'es populaire, c'est grâce à moi. Mais tu sais que Nakamura, il a totalement reconnu qu'il est à la WWE parce qu'il aime surfer. Hein. Sa famille, elle aime la Floride, du coup il est bien, du coup il fait aucun effort. Mais il a raison. Il fait, voilà. Parce que de toute façon, on le prend pas au sérieux là-bas, donc il a aucun intérêt à se casser le cul. Et... Bah voilà. De toute façon, les gens l'aiment, quoi qu'il arrive, parce qu'il est génial. Il est en pré-retraite, il est bien. J'ai envie de dire, parce que ça serait complètement illogique et j'aimerais pas ça, mais je vais dire Ricochet et Aleister Black. Ouais. Parce que il faut leur mettre un titre pour les mettre en avant, parce que la WWE, enfin les scénaristes pensent toujours que dès le moment où t'as un titre, c'est bon, Ouais, que c'est le titre qui fait le champion et ouais. pas l'inverse. Ouais. Donc je pense qu'ils vont mettre ça en se disant, bon voilà, c'est les petits jeunes, il faut qu'ils montent en force, allez hop. Genre, regardez, Charlotte Flair, elle est legit, elle a un titre. Elle était legit avant, les connards. Oui. C'est Asuka qui a du mal à être legit, putain. Oui. Bon, bref. Donc on est d'accord sur ce match-là, c'est merveilleux. Roman Reigns contre Drew McIntyre. Pourquoi j'ai sauté un match? Bon, on va faire ça. Roman Reigns contre Drew McIntyre, c'est à toi de commencer. Je vais dire Drew McIntyre. Oh! Oui. Je viens d'en débat, d'accord? Tout simplement parce que, voilà, Roman Reigns, la belle histoire du monsieur qui est revenu de sa leucémie. C'est beau. Moi j'ai eu très peur que pendant un mois ils le mettent dans un match de championnat, Roman Reigns, pour dire regardez, non seulement il peut battre Brock Lesnar, mais aussi le cancer. J'ai eu très peur qu'il fasse ça en me disant non, ça serait le pire truc à faire. Ils l'ont pas fait, c'est bien. Donc là on arrive sur un match qui n'a pas vraiment d'enjeu puisqu'il n'y a pas de titre, j'ai envie de dire. Voilà. Mais Drew McIntyre, on sait que là ça fait pas mal de mois qu'ils essayent de le faire monter en puissance pour le rendre legit dans un match de championnat. Je pense que c'est le moment, il faut pas se rater, et justement battre Roman Reigns qui a un peu gagné l'affection du public suite à sa maladie, s'il le bat à WrestleMania, c'est l'endroit pour le faire en fait, pour rendre Drew McIntyre legit. Donc soit c'est Roman Reigns qui gagne, dans ce cas-là c'est que eux-mêmes ils considèrent que le match est pas important, soit c'est Drew McIntyre qui gagne et ça le légitimise dans sa course au titre. Donc je vais partir sur l'Écossais. Et ben pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer, je vais partir sur Roman Reigns. C'est-à-dire, je pense que d'une part, ils n'ont pas grand-chose à foutre de Drew McIntyre. Pour eux, Roman Reigns est nettement plus important. Pourtant, il rentre dans le cadre, McIntyre. Il est... Ouais, mais c'est un cadre à la Braun Strowman. C'est-à-dire, vas-y, mais non. Mais vas-y, non. Il en est pas... C'est ça le truc, c'est qu'il en est pas au même point que Braun Strowman, tu vois. Ah non, bien sûr. Braun Strowman, ça a duré des années. Parce que Braun Strowman, il a déjà eu des matchs contre Brock Lesnar et il les a foirés tous les 4-5... Non, 5, ouais. Que Drew McIntyre, jamais il a eu de match contre Brock Lesnar, mais quand il en aura, bah... Mais c'est pour ça qu'il est encore dans cette période où il peut éclore, et que c'est le moment de pas foirer justement la germation. Le germinage. La gestation, merci. Non, germe. La germination? La germination. Le germinal. Le germignon. La Boss and Hug Connection contre Beth Phoenix et Natalia contre les Iconics contre Nia Jax et Tamina. C'est à qui de commencer? J'ai oublié, c'est à moi. Ouais, parce que t'es parti sur ton McIntyre. Ah ouais. J'en ai pas grand chose à foutre. Hein. Parce que, alors ça sera pas les Iconics parce que ils la considèrent pas comme une vraie équipe, c'est-à-dire ils les considèrent vraiment comme des jobbers finis. Ça pourrait être hein, les Iconics. Dans un monde parfait, les Iconics seraient carrément dans la conversation pour le titre. Là, elles ont été envoyées dans le mix parce que... Eh, regardez, c'est SmackDown aussi. Beth Phoenix, elle est juste là pour dire ouais, elle est toujours dans le game. Beth Phoenix, elle est vachement bien. Nia Jax et Tamina, j'ai juste pas envie qu'elle gagne, Nia Jax et Tamina. Je vais partir sur la Boss and Hug Connection, mais vraiment par défaut, quoi.
Moi je veux dire Beth Phoenix et Natalya. Ouais. Parce que le titre est tout frais. Il est là depuis quand? Depuis Royal Rumble? On va voir ça. Non, après ça, depuis Elimination Chamber. Ok. Donc le titre est tout frais. Il y a besoin de lui mettre un petit peu de légitimité dessus. Alors, Bayley et Sasha sont très bien. Le problème, c'est qu'elles ont été en perte de vitesse un peu en 2018 et elles sont de très bonnes catcheuses, il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, maintenant, tu as besoin de mettre de la crème un peu sur le titre et tu as besoin de mettre des gens qui représentent quelque chose. Et Beth Phoenix, même si elle était à la retraite, mais on sait que la WWE aime beaucoup les travailleurs à temps partiel. Et Natalya sont quand même ultra legit. Et si tu leur mets le titre pour le récupérer à SummerSlam après, ça rajoute de l'enjeu. Justement, mon poupichou, le truc c'est que... pardon mon poupichou, j'ai peur que Beth Phoenix soit pas assez legit pour ça. Si tu m'avais dit le même argumentaire pour Trish Stratus et Lita, je t'aurais dit à fond, complètement. Beth Phoenix et Natalya. Je trouve que Beth Phoenix est beaucoup plus legit. Mais c'est pas. Moi aussi, mais c'est pas nous qui parce que c'est une powerhouse quand même. Complètement. Non, mais Beth Phoenix, elle est meilleure aujourd'hui que. Natalya est beaucoup plus technique aussi. Un certain nombre de. Oui, Natalya a toujours été excellente. Mais Trish Stratus et Lita, c'était les poster girls de Tikidera, donc elles font vendre plus, elles font venir plus de nostalgiques. Oui, mais c'est pas les arguments que j'aime bien, c'est les arguments qui sont les arguments. Oui, mais alors, je reste toujours sur mon argumentaire de c'est Vince qui tient les cordes. Oui, bah, et il aime les femmes musclées. Est-ce qu'il préfère les femmes musclées ou les gros nichons? Il préfère les hommes musclés. Il préfère les hommes musclés. Mais ça, c'est notre histoire. Mais je pense que vraiment, dans leur tête, ils se disent, mais regarde, quand on met le titre sur des vétérans qui viennent qu'une fois par mois, Brock Lesnar, le Saint-Sauveur, d'un coup, le titre de prendre de l'importance et les gens sont contents le jour où on leur enlève. Ouais, mais... Moi, je pense qu'ils buildent plus SummerSlam pour ce titre-là. C'est les titres par équipe féminin, je suis pas sûr qu'ils aient envie de mettre beaucoup de prestige dedans. Il y a besoin, en fait, parce qu'il... il y a besoin, mais je suis pas sûr qu'ils en aient envie. Là, il fait rien. Ceux qui ont dit, le changement va arriver. Que Banks et Bayley sont... Et oui, c'est pour ça, moi, à mon avis, excellentes, hein, mais ils ont besoin de leur donner une vraie raison de gagner le titre, parce que là, elles ont le titre, ok, le titre féminin existe, voilà. C'est bien, mais bon, ben, elles le défendent, bravo. Mais si tu leur fais prendre par deux personnes qui sont quand même assez charismatiques, mine de rien, enfin, les gens connaissent Beth Phoenix et Natalya, et si tu leur fais regagner leur titre contre ces personnes-là, pas contre les Iconics et Nia Jax, parce que là, par contre, ce serait de la piste de vache. Mais tu leur refais gagner le titre à SummerSlam contre Phoenix et Natalya. Là, ça rajoute un tout petit... Alors, je dis pas que d'un coup, ça va devenir le centre d'attention, mais ça sera plus intéressant. Ou alors, idée folle, construisez les Iconics. Elles sont bonnes. Elles ont des bons personnages. Ouais, j'avoue. Faites-en quelque chose. Enfin, ouais. J'avoue. Le Riot Squad, putain, elles sont brillantes, le Riot Squad. Je sais pas pourquoi bref. M'énerve. Ensuite, nous avons Bobby Lashley contre le démon Finn Balor. C'est toi qui comptes le titre intercontinental. Finn Balor. S'il vient en démon, Finn Balor, parce qu'à mon avis, comme je t'ai dit, ils veulent reproduire, ils veulent que la foudre tombe au même endroit la deuxième fois, c'est-à-dire qu'ils le strike de l'Undertaker était un accident, mais après ils ont marché dessus et du coup, voilà, c'est fait un truc. Et je pense qu'avec Finn Balor, ils sont en train d'essayer de reproduire le truc avec des options, bien sûr, des options de sortie et tout ça. Mais... Donc là, j'ai envie de dire Finn Balor. Je pense que Finn Balor va gagner aussi, mais je n'exclurai pas que Bobby Lashley gagne. Je n'exclurai pas qu'ils estiment que Bobby Lashley est suffisamment important pour sacrifier la série d'invincibilité du... Je pense que c'est trop tôt. Du Demon King. Évidemment, c'est trop tôt. Mais je pense c'est pas nous qu'on décide. Voilà, je pense qu'ils peuvent estimer, parce que Vince McMahon, il est très amoureux de Bobby Lashley. Ah mais il est très musclé. Ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un de musculeux. Il y a de la viande partout sur Bobby Lashley. Donc, je l'ai vu, j'étais à 1 mètre de lui à Paris l'année dernière. Putain, ça doit être impressionnant de les voir. Il fait ma taille, mais aussi en largeur. En largeur d'épaule aussi. Non, il est ultra impressionnant, quoi, il n'y a pas de problème. Donc on a tous les deux Finn Balor là-dessus, et on... Pitié. Ensuite, nous avons pour le titre US le champion Samoa Joe contre Rey Mysterio. Une rivalité très très largement nourrie sur ces derniers mois. Ils ont annoncé le match il y a 15 jours. Et Rey Mysterio et Samoa Joe ont perdu leur match cette semaine. Un match ultra legit. Voilà, Samoa Joe a perdu contre... contre qui? Alors... Samoa Joe, il a perdu contre Kurt Angle entre temps. Oui, Samoa Joe a perdu contre Kurt Angle. Samoa Joe a perdu contre Kurt Angle. L'importance que ça donne. Et Rey Mysterio a perdu contre Baron Corbin. De façon clean. Corbin n'a même pas triché. Mais alors, si tu permets, je prends la parole sur ça. Vu l'importance que la WWE donne à ce match, je vais en donner autant et je vais dire au pif Rey Mysterio. Voilà. J'ai dit le premier mot qui m'est venu dans la bouche.
J'irai pas plus loin parce qu'il y accorde aucune importance. D'accord. Ben, moi, je vais rester un petit peu optimiste et je vais dire Samoa Joe pour que le titre gagne enfin un peu de prestige, parce que le titre US, c'est une blague. Ce serait bien qu'il y ait un peu de stabilité autour de ce titre. Voilà. Donc, plutôt Samoa Joe. C'est là, nous ne sommes pas d'accord. Les écrivains de la WWE, qui ont dû faire. Tu sais, Rey Mysterio, il vend des masques, hein. Ouais, bon, bah, Rey Mysterio. AJ Styles contre Randy Orton, The WWE Way contre The Indie Way. Ça va être un match intéressant. C'est à qui? J'ai encore oublié. On commence aussi. Non, c'est moi qui ai commencé sur Joe Mysterio. Oh. Je crois, ouais, parce que c'est toi qui as commencé sur Balor Lashley. D'accord. Donc ouais, c'est ça. AJ Styles contre Randy Orton. Sur WrestleTalk, ils m'ont fait remarquer un truc, c'est que il y a 10 ans, ce match-là, c'était un dream match. Mais un dream match de fou. C'était TNA contre WWE. Mais souvent, il y a des dream matchs qui se font 10 ans plus tard à WWE, mais et c'est raté. Tu peux plus. Le dernier, c'était Triple H contre Sting. C'était bien, hein? Vous avez kiffé? John Cena contre Undertaker. Mais ça, c'était bien. Parce qu'ils ont réussi à aménager le temps de travail. Ouais, voilà, mais s'ils avaient fait un vrai dream match entre John Cena à la grande époque, Undertaker à la grande époque, c'est vrai qu'en plus la rivalité a été très paresseusement construite. Ben, dans le style de Randy Orton qui est toujours très paresseux dans le ring. C'est vrai. Donc ça va, c'est legit. Moi, c'est comme le match d'avant en fait, je vais dire Randy Orton, mais vraiment. Parce que. Comme tu viens de le dire, le match intitulé Indie Style contre WWE Style, et en général, quand c'est des duels comme ça. C'est la WWE qui gagne, parce que, encore une fois, Triple H contre Sting, j'ai l'impression que c'était un problème d'ego de Vince McMahon qui disait « Ah oui, la guerre de la WWE contre la WCW » qui est finie depuis 15 ans, Vince. Voilà. Tu en es conscient, il fait « Oui, et tu l'as gagné, et tu l'as racheté !» On a regagné derrière. Tu sais, c'est parce que Sting représentait un petit peu indirectement la WCW. Ouais, bien sûr. Et moi, à mon avis, c'est qu'ils vont dire « Ah non, mais... » C'est-à-dire que non seulement il l'a gagné, non seulement il l'a racheté, mais en plus, les gars qui l'avaient racheté, il les a enterrés sur son propre chose. C'est-à-dire, on a tué leur talent. C'était talent à toi, abruti. Ouais, mais ils n'étaient pas d'origine, alors on les a tués. En fait, il l'a acheté il y a 15 ans, il l'a assassiné. Et 15 ans plus tard, quand le corps était froid, il s'est dit tiens, je vais recracher un peu dessus quand même. C'est ouais, dis donc, toi, là, on t'avait pas tué, toi. Et indirectement, il s'est craché sur la chaussure au passage. Ouais, non, mais abruti. Et moi, à mon avis, si c'est vraiment. C'est comme ça qu'il balancé comme un duel indie contre WWE, ça va être Randy Orton qui va gagner. Pour le même argument, Randy Orton aussi. Je pense que le match va être bien parce que je pense que Randy Orton il a envie d'y mettre de l'énergie. Je pense qu'il estime AJ Styles. En fait, on va estimer ça à son temps d'arriver sur le ring. Quand sa chanson part, s'il met moins d'une minute, c'est qu'il est motivé. C'est possible, ça je sais pas. Mais non, mais je pense que c'est un peu comme Brock Lesnar, c'est-à-dire il y a des matchs qu'il a pas envie d'avoir et on s'emmerde, et il y a des matchs qu'il a envie d'avoir et il passe la seconde et c'est mieux. Oui. Donc là je pense que ça va être un de ce genre de match. D'une façon générale, la carte est un peu incertaine dans le sens où il y a moyen que tout soit très bon, mais il y a aussi moyen que beaucoup puent du cul. Parlons de puer du cul, Kurt Angle contre Baron Corbin. Est-ce que t'es pas ravi que le dernier match de l'un des meilleurs catcheurs de l'histoire de la WWE soit contre Baron Corbin? On est d'accord que c'est un immense poisson d'avril et que ce sera John Cena, ce qui bouclerait la boucle. Mais franchement, c'est ce qu'on espère tous, mais... Alors, je pense qu'il va perdre contre qui que ce soit. Pour l'intérêt définitivement, parce qu'en général, les catcheurs qui s'en vont dans un match, ils perdent comme William Regal, Ric Flair... c'est pas tant que ça soit contre Baron Corbin et qu'on fasse croire que ça va être ça et que ça va être John Cena, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, j'ai pas envie que ce match ait lieu parce que Kurt Angle, ça fait très longtemps qu'il aurait dû arrêter parce qu'à chaque fois qu'il monte dans le ring, j'ai peur pour lui. Déjà parce qu'il est ridicule, il faut dire ce qu'il y a. Il y a encore un an et demi ou deux, quand il a remplacé quelqu'un au pied levé, ça se tenait à peu près parce que le match était fait de manière à ce qu'on puisse le protéger, qu'il puisse faire quelque chose. C'était un match 5 contre 3, donc forcément ça va. Ça passe. Par contre, en 1 contre 1, plus le temps passe, et là en 2 ans, mais il a perdu de ouf. Déjà, il a perdu son intensité dans le temps, mais ça c'est normal, il commence à survivre ça. Mais en physique et tout ça, même en réactivité, bon, tu sens que... Voilà, mais moi en fait ça me fait peur de le voir catcher, puis je pense que ça va être ridicule et ça va être un match à même. Je sens qu'il va y avoir des... c'est Matthew de Botchamania qui va se faire... il va pouvoir juste mettre le match en entier. J'ai très peur de ça, et ça me fait chier parce que Kurt Angle c'est quand même un champion, un médaillé olympique. C'est un mec qui a fait beaucoup pour le catch. On est d'accord que Kurt Angle c'est l'un des meilleurs. C'est une figure iconique. Il est tout là-haut avec Shawn Michaels, avec Stone Cold. Pour plein d'arguments qui nous prendraient beaucoup plus que le temps de cette vidéo à exprimer. Et ça me fait chier, même si c'est contre John Cena qui serait plus logique pour moi déjà.
même John Cena aura du mal à en tirer quelque chose parce qu'il est vieux, il est blessé. Son coup, c'est une horreur. Non, mais je pense que John Cena pourrait porter le match. Je suis sûr que Baron Corbin, non. Bah, je pense que John Cena va gagner. Non, Baron Corbin, non, il peut pas porter, il n'arrive pas à se porter tout seul. Baron Corbin a rendu un match contre Rey Mysterio chiant. Je sais pas comment tu fais ça. C'est incroyable. Moi, je vais partir sur John Cena gagnant. Enfin, du moins pas Kurt Angle gagnant, on va dire, mais c'est un match. D'accord. Soit John Cena, soit Baron Corbin gagnant. Ouais, voilà. Pas Kurt Angle. Mais ils auraient dû le faire l'année dernière quand il était encore capable de bouger un petit peu, parce que là, son dernier match contre Samoa Joe. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal à ma nostalgie, quoi. Alors, je pense que Baron Corbin va gagner. Je pense que ça va être le plus gros, le plus grosse déception du PPV. Je pense que non seulement le match va avoir lieu, parce que je suis sûr que depuis le début ils veulent que le match ait lieu. Mais pourquoi? Mais c'est inintéressant, quoi. Pour eux, Baron Corbin c'est le pinacle du méchant. Pour eux, Baron Corbin et Drew McIntyre, c'est à peu près le même niveau. Bon, Lesnar, c'est au-dessus. Mais Baron Corbin, c'est waouh. Non, mais ils voient bien que les gens ne réagissent pas dans le public, ils partagent tes... Non, il se fait huer, Baron Corbin. Mais c'est parce qu'ils veulent pas qu'il soit là, voilà, c'est pas par rapport à son personnage. C'est la ex-pack hit, on est d'accord. Mais ils le voient pas, ça. Ils l'entendent pas. Du coup, ils continuent de le pusher. Et je pense que ça va être extrêmement décevant et que va y avoir le match Kurt Angle-Baron Corbin. Il va durer 10 minutes, ressenti 40. Et Baron Corbin va gagner. Ressenti 40, ouais. 40 ans. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Malheureusement, ça me fait chier. Parce que quand je l'avais, on en parlait tout à l'heure, quand je l'avais interviewé à Paris, Kurt Angle, et que je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça serait votre dernier match de rêve? Parce qu'à cette époque-là, il catchait pas encore, donc c'était vraiment. C'est vrai qu'il était manager général. Il est pas revenu. Et il m'a dit du tac au tac Triple H. Tu vois, et je me suis dit ah ouais putain. Et je pensais qu'ils allaient le faire il y a pas très longtemps l'an dernier. Et finalement, ça s'est fait. Ils se sont battus à WrestleMania l'an dernier, mais il y a tellement d'options qui seraient meilleures que Baron Corbin. Ouais, c'est le match du 1er avril. Et voilà. Ça peut changer. On espère tous que ça va changer. J'ai appris à ne pas placer mes espoirs dans la WWE. Tu ne peux pas être optimiste. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est mauvais pour toi. C'est mauvais pour ton cœur. Ensuite, nous avons Triple H contre Batista. Il me semble que c'est à moi de commencer. Je pense que le match va être bien. Je pense que le match va être bien pour un match qui dure un quart d'heure. Et je pense qu'il va durer 25-30 minutes. Donc je pense qu'il va commencer bien et qu'au bout d'un moment on va vraiment s'emmerder. Ils vont aller dans le... Enfin bref, on va se faire chier. Je serais surpris que Batista ait perdu quoi que ce soit de ce qu'il avait sur le ring. Je pense que ça va vraiment être un match à histoire. Et je pense surtout que Kurt Angle partant déjà à la retraite, on va pas avoir deux retraites au même WrestleMania. Donc je pense que Triple H va gagner. Les stats sont totalement en faveur de Batista. Ils se sont affrontés 4 fois c'est Batista qui a gagné. J'ai fait les stats de leur participation dans des matchs no holds barred. Batista on a gagné 4 sur 6, Triple H 1 sur 4 je crois. Un truc comme ça. Bref, les stats sont complètement contre Triple H. Mais je pense qu'il va gagner. En tout cas, j'espère qu'il va gagner parce que Batista est retraité aujourd'hui, donc Triple H, il a rien à perdre. Sa carrière est en jeu. Quoi, de Batista? Ah non, Triple H. Moi je te dis Batista n'a rien à perdre. Batista n'a rien à perdre, effectivement. Moi je pense que ça va être Triple H qui va gagner, tout simplement parce que c'est son histoire d'ego. Moi le seul pronostic que je fais, ça va être le match le plus long de la soirée. Et je crois que j'avais fait la même réflexion, alors je sais plus si c'est la Survivor Series ou... Mais il y avait un pay-per-view où j'ai râlé d'entrée de jeu, en disant ah non c'était à Crown Jewel. Ah Crown Jewel, putain. Où il y avait Shawn Michaels, Triple H, Undertaker et tout ça. Et Kane. Et j'ai annoncé, j'ai dit les gars vous allez voir un truc très certain. Le match le plus long de la soirée, ça sera celui avec Triple H. Alors que dedans il y a 3 personnes qui ne peuvent plus dépasser des matchs de 5 minutes. Et dont une qui ne devrait pas catcher du tout, même 2. C'est Undertaker et Shawn Michaels. Ah je serais parti sur Kane tu vois. Kane est super lent. Kane il fait plus que le chokeslam. Alors en fait voilà, il y a 3 catcheurs qui peuvent plus, ils vont le faire quand même. Et j'avais dit vous allez voir à Crown Jewel, le match le plus long ça sera le match avec 3 personnes qui ne devraient plus catcher. Et effectivement c'était le match le plus long mais, large. Par contre Shawn Michaels je pense qu'il a encore, il peut encore catcher. Hein. Et là il a vraiment pas eu de bol que... Je pense que c'est un mauvais choc et ça serait très mauvais pour lui donc c'est plus une histoire de risque. C'est du petit choc en trop quoi. Mais je pense qu'il pourrait. Je pense que s'il se protège, il pourrait. Ouais, mais c'est pas son style de se protéger, ou les gens comprendraient pas, tu vois. Mais pour ce match-là, ouais, je dis sans surprise, je dirais Triple H, qui veut clairement pas finir comme ça. On est d'accord.
The Miz contre Shane McMahon. Bah, Shane. The Miz. Shane, c'est le meilleur catcheur du monde. Ouais, d'accord, mais je pense que The Miz, il a prouvé qu'il pouvait battre Sanity à lui tout seul. Mais justement, c'est pour montrer à quel point Shane est fort, parce qu'il peut battre un mec qui a battu une équipe tout seul. Ah ouais, non, d'accord, ça se défend. D'accord, je comprends. Maintenant, j'ai envie que l'histoire se termine bien, donc je partirai plutôt sur The Miz quand même. Je veux que ça soit The Miz. Ah mais on... Je veux, le fond de mon âme, de mon cœur, de mon corps veut que ce soit The Miz. Mais ça sera Shane. Ouais, bah je peux difficilement arguer. Partir contre un McMahon, c'est un peu partir contre Triple H. Triple H, c'est un McMahon. À WrestleMania, c'est osé, mais ça arrive. Triple H est celui qui a le plus de défaites à WrestleMania. Oui, mais Shane non, parce qu'il est meilleur que Triple H. C'est le meilleur catcheur du monde. Shane McMahon, là, sur ces 4 dernières années, il a un ratio de 2 défaites et 1 victoire. À WrestleMania ? Ouais, il a perdu contre Undertaker, il a perdu contre Jay Styles et il a gagné avec Daniel Bryan contre. Il a perdu contre Undertaker, c'est normal. Oui, mais c'est Shane McMahon, c'est le meilleur catcheur du monde. Ouais, mais c'était avant qu'il soit le meilleur catcheur, qu'il ait le certificat avec écrit « Je suis le meilleur catcheur du monde », mon père l'a dit. Oh, le fait qu'il soit vraiment un heel insupportable. Non, pour moi, non, je reste sur The Miz. Tu restes sur Shane ? Je reste sur Shane. D'accord, parfait. Je pense qu'il ne reste plus que les 3 gros matchs de la soirée, les 3 main events, si j'ose dire. Allez. Alors commençons par Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Non, je comprends pas. Non, mais si, oui, on peut le faire, mais c'est un... Kofi Kingston, pour moi, n'a jamais été legit dans une place aussi haute, quoi. Alors, je te rejoins et surtout, j'ai un avis qui est assez impopulaire à ce sujet-là. Kofi Kingston n'est pas suffisant, enfin n'est pas bon, quoi. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est que quand je regarde ces matchs, je me dis, il y a souvent des spots qui se répètent, et c'est pas des spots, je me dis, wow, c'est des spots, je me dis, ouais. Le problème de Kofi, c'est que c'est un vétéran maintenant. Mine de rien, il y a 10 ans, ouais, parce qu'il était novateur, il avait un côté athlétique ultra poussé. C'était ce qui était l'équivalent d'un high flyer à l'époque, quoi. Voilà. Et le problème, c'est que là, maintenant, pour lui, j'ai pas envie de dire trop tard parce que ce serait méchant. C'est-à-dire que c'était un excellent performeur, mais maintenant, c'est plus parce qu'il fait partie de l'entité New Day et qui, à mon avis, n'est pas le plus populaire des 3. En plus, quoi qu'on puisse penser, enfin, moi, c'est mon avis personnel, mais. C'est Biggie. Déjà, il y a 10 ans, il n'était pas légitime à une place de top quart d'heure. Et 10 ans plus tard, où maintenant il fait partie d'un collectif qui marche très bien, il y a encore moins. Même si pour moi, tout ce qui rend intéressant ce duel, c'est justement parce que Xavier Woods et Biggie rendent ça intéressant parce qu'ils disent ah non, mais nous on est ok, on se sacrifie pour notre frère pour qu'il ait le titre et tout. Et en fait, indirectement, c'est pas Kofi qui est intéressant, ce sont ces 2 potes qui font tout. Donc en fait, tout ce que dit, mais je suis d'accord avec toi, et tout ce que dit Vince McMahon, en fait, je suis d'accord avec lui, c'est-à-dire que Kofi Kingston aille dans le Hall of Fame seul ou avec le New Day. Avec le New Day, ça me paraît plus cohérent. Oui. Les deux, pourquoi pas, je veux dire... Après, c'est un excellent employé, mais pour moi, ça a toujours été un mid-quart d'heure, un bon mid-quart d'heure, mais... C'est ça. Il n'a rien à faire, et surtout, en fait, ça dépend contre qui il serait tombé, mais là, vraiment, contre Daniel Bryan... Daniel Bryan, il est stratosphérique pour moi, ce temps-ci. Il est chaud bouillant, quoi. Daniel Bryan est génial. Oui. Ce personnage-là, je me demande si c'est pas son meilleur run à la WWE. Ah, si, pour moi, ça l'est, quoi. Je le trouve fascinant, quoi. Parce que peut-être deuxième meilleur derrière le Yes Movement, parce que c'était le moment WrestleMania 30, enfin voilà. Mais c'était plus une histoire d'énergie positive, le Yes Movement. Là, c'est vraiment un truc ultra complexe dans son discours. Et le mec a réussi... Il a réussi à faire une promo, j'en parlais tout à l'heure, du charisme d'un catcheur. Il a réussi à faire à Royal Rumble une promo où un feud avec un burger oui. qui était fascinant, où il te dit c'est de la merde, moi je suis contre ça parce qu'on tue des animaux. Il a un discours qui est cohérent parce qu'il dit c'est pas bien de tuer des animaux injustement et pourtant les gens se font oh bouh, mais je vais l'acheter ce burger. Tu vois, du coup il vend un produit tout en disant que c'est pas bien et c'est sur plein de niveaux quoi. Il est excellent. Et en face de ça, effectivement, il y a Kofi Kingston qui est vraiment le tiers du New Day quoi. C'est moche, mais je te dis, pour moi, c'est la partie la moins intéressante. Parce que là, vraiment, il y a des campagnes de pub sur Twitter où il fait oui, Kofi mérite, Kofi doit avoir ça, Kofi doit avoir sa chance. Mais derrière, pourquoi ? Parce que derrière, t'as Wood et Biggie qui sont en mode. On le fait pour toi. C'est vrai. Les promos de la dernière promo là, à SmackDown entre Daniel Bryan et Kofi Kingston, Kofi Kingston s'est fait bouffer par Daniel Bryan quoi. Bryan il était là, apprécie ce que t'es en train de vivre, j'ai connu ça, les gens ont chanté yes pour moi, ils ont chanté mon nom pour moi, mais la vérité c'est que c'est pas toi qui te nourris d'eux, c'est eux qui se nourrissent de toi, ce sont des parasites, enfin le mec il a sorti le grand jeu, et Kofi Kingston, tu sais déjà comment cette histoire va se terminer, c'est moi qui vais te battre.
Et par contre, à côté de ça, pendant que les gens chantaient Kofi, Kofi, t'avais Biggie qui... Voilà, et tout le monde regarde Biggie. Voilà, et du coup c'était Biggie et Xavier Woods qui était énorme, et Kofi Kingston qui était même décevant de rien faire, quoi. Il se faisait insulter par... Et même toujours, tu vois, même quand New Day est devenu populaire, parce qu'au début New Day c'était une équipe de face qui faisait du gospel. Oui. Et tout le monde a poussé ça en deux, et puis dès qu'ils sont devenus heel et que Xavier Woods est arrivé avec son trombone à jouer le thème Final Fantasy, tout le monde a fait oh. Ouais, il est cool. Et du coup là maintenant ça fait quand même quelques années qu'on a New Day et qui sont toujours chauds, ils sont toujours présents. Mais moi je me suis toujours focalisé sur Wood et Biggie. Kofi, il était là, je fais, ouais, il est là, ok. C'est un vétéran, voilà. Oui. Alors maintenant, à mon avis, si Daniel Bryan a son mot à dire sur l'issue du match, c'est possible que Kofi gagne. Ouais. Et qu'il ait un règne genre d'un mois, un truc comme ça. Tu sais, pour le moment, quoi, pour l'ascension, et t'as atteint le sommet, bravo. Bu. Je pense que t'as raison, mais je pense qu'ils vont pas prendre le risque, ils vont rester sur Daniel Bryan. Ça, et si Kofi Kingston gagne, ce sera le premier champion de la WWE noir. Le premier. Et Booker T. Il n'a jamais été champion de la WWE. J'ai cru que t'allais dire, il a jamais été noir. non, il n'a jamais été champion de la WWE, il a été champion poids lourd. Non, il a eu Goldie. Oui, Goldie, c'est le titre bleu de SmackDown. Hein. Oui, mais c'est pas le titre de la WWE. C'est le même. Non. On a déjà eu ce débat. En fait, le titre bleu, c'est le titre de SmackDown, et le titre de SmackDown, c'était le Big Goldie. Parce que le titre rouge, c'est le spinner belt de John Cena, en fait. Oui, mais ça, c'est le titre de la WWE, c'est celui-là. L'autre, c'est le World Heavyweight Championship. Le titre de la WWE qui date de San Martino, machin truc, c'est le titre qu'a en ce moment Daniel Bryan. Et il n'y a jamais eu aucun... Les personnes les plus noires, si j'ose dire, qui ont porté ce titre, c'est Jinder Mahal et The Rock. Je vous laisse départager lequel des deux est le... Il n'y a jamais eu de noir qui ait porté ce titre. J'ai vérifié. Ok. Moi je reste persuadé que c'est pas le même titre, mais... C'est sûrement... J'allais dire c'est sûrement un hasard. C'est peut-être un hasard. Je pense que c'est un hasard. Mais je suis blanc. Donc voilà, mon avis vaut ce qu'il vaut. Ok, mais moi je reste sur Daniel Bryan. Bon, écoute. Parce que j'entends ton argument, mais je les vois mal se vanter de dire ah, c'est la première fois, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, bien sûr, ça ils vont jamais le dire. Autant les femmes, ils se baignent dedans, tu sais. Ils disent ouais, jusque-là on a été des gros porcs misogynes, mais regardez. On a rajouté des boobs sur la ceinture. Elles sont vachement mieux maintenant. Non, elles sont pas vachement mieux, elles ont toujours été vachement mieux. C'est vous qui vous réveillez. Oui. 15 ans après tout le monde. Bref. Je reste sur Bryan. Alors, je vais partir sur Kofi Kingston gagne parce que je pense que des 3 main events, il y en a 2 qui vont être gagnés par des gentils et j'ai pas envie de prendre de risques. Ok. Donc je vais partir sur Kofi Kingston. Ok. Je préférerais que ce soit Daniel Bryan, mais je vais partir sur Kofi Kingston. Ensuite, Brock Lesnar contre Seth Rollins. C'est lequel de nous deux qui commence? Vas-y. Bon, d'accord. Tu commences pour le main event, d'accord? On retient comme ça. Je vais pas être cohérent avec ce que je viens de dire parce que je pense que Brock Lesnar va gagner. Je pense pareil. Ouais. Parce que... Brock Lesnar ramène des tickets et voilà. Tant que Brock Lesnar fait son caprice et dit mais moi je reste tant que j'ai le titre, il reste. Et Seth Rollins a gagné le Rumble quand Roman Reigns n'était pas là, voilà, Roman Reigns est revenu. Merci Seth Rollins d'avoir joué les remplaçants. D'avoir été le meilleur performeur de 2018. Non, mais d'être ce qu'on fait de mieux en ce moment. T'es juste pas ce qu'on fait de plus vendeur en ce moment. C'est fou parce que pourtant il a une très bonne image de marque. Oui. Mais pour moi, Brock Lesnar, le problème c'est qu'il est toujours suspendu à la UFC. Donc tant qu'il dit, parce que je crois qu'il lui reste pas longtemps. Hein. Donc ça va pas tarder. À mon avis, à SummerSlam, il va perdre le titre, il va se barrer. Il y a des gens qui disent que Cormier va intervenir pendant le match, le champion poids lourd de l'UFC. Que Brock Lesnar avait... Parce que Cormier a lancé la rumeur sur Twitter. Oui, parce que Cormier a besoin de fame. Non, ouais, bah oui, ça se limite peut-être à ça. Malheureusement. Mais non, Vince le joue mal. Vince aime bien aller à la UFC avec le titre, comme il a envoyé Lesnar avec la ceinture pour faire chier l'UFC, mais lui il veut pas de... S'il sait qu'il les a pas sous contrat dans le mois qui suit, comme Rousey et tout ça, il veut pas des gens de l'UFC chez lui. Non, tu me respectes pas, je te respecte pas. Je t'en ai déjà parlé, pour moi Vince c'est un éboueur, hein. Il hésite pas à mettre les mains dans la merde et te la jeter au visage. Tiens. Moi je pense que tant que Lesnar n'est pas sûr de pouvoir avoir du boulot au Bellator ou à l'UFC ou quoi que ce soit, mais il reste à la WWE en disant clairement mais attends Coco, déjà tu vas me payer cher parce que je te fais vendre des billets, mais moi je reste si j'ai la ceinture en plus. Et il lâchera pas la ceinture tant qu'il aura pas un match à l'UFC, je pense.
Et pour l'instant, c'est pas prévu. Donc, ouais, on est tous les deux d'accord. C'est Brock Lesnar qui va partir de WrestleMania champion. Parfait. Et enfin, Ronda Rousey contre Charlotte Flair contre Becky Lynch. C'est toi qui commence. Alors, la gagnante repart avec les 2 ceintures. oui. Et là j'hésite, et on va revenir sur la prédiction que j'ai fait par rapport à la NXT, où Shayna Baszler va perdre son titre pour pouvoir accéder au main roster, parce que l'histoire parfaite, ça serait que... Ce que j'aimerais qu'il se passe, attention ça va être en français, ce que j'aimerais qu'il se passe bien sûr comme tout le monde, c'est que Becky gagne les 2 titres, et que Ronda a tellement la haine du cul qu'elle devient ultra heel, mais x2, et donc elle fait la cavalerie. Tu sais, elle ramène les filles de l'UFC pour l'aider dans cette quête-là. Ça, pour moi, ça serait le scénario fantastique, parce que du coup, tu aurais l'antagoniste, enfin, tu aurais le némésis de Rousey, qui en vient à piocher tous les moyens qu'elle peut pour essayer de la battre, et Becky qui est... Mais alors, où est-ce que Charlotte Flair intervient dans cette histoire? Mais parce que, pour que Ronda reste forte, tu fais perdre Charlotte. Ah, d'accord. Comme ça, Ronda n'a pas perdu, et Ronda fait « Mais c'est injuste, c'est pas moi que t'as battu !» Et après, il y aura un match Becky-Ronda où Becky gagnera. Et là, par contre, Ronda fait ok, je vais sortir les grands moyens, je vais tricher, je vais amener du monde, machin, ça. D'accord. Ça, pour moi, ça serait le scénario fantastique parce que tu peux le builder jusqu'à Survivor Series, voire jusqu'à l'année prochaine. À mon avis, ce qui va se passer, ça va être le syndrome Randy Orton. C'est Charlotte qui va partir avec les 2 titres. C'est possible. Parce que, alors déjà, ça me rappelle une fois où ils ont dit ouais, on va réunifier les titres. Il y avait un match où c'était John Cena contre Randy Orton contre je sais plus qui. Et tout le monde disait ah c'est John Cena ou l'autre, je sais plus qui c'était. Et au final c'est Randy Orton qui est parti avec les 2 titres pour faire et je me rappelle que WrestleMania c'est pas parce que c'est le main event qu'ils vont forcément donner ce qu'on veut. WrestleMania l'an dernier, Roman Reigns contre Brock Lesnar, tout le monde est là, tout le monde est épuisé au bout de 8 heures de show. L'année dernière j'étais persuadé que Braun Strowman allait choisir Bobby Lashley comme partenaire de Mystère. Et non. Et voilà. Non mais le pire c'est que c'est ça, c'est que même moi j'en ai râlé. L'an dernier, j'étais là, je fais putain, ça fait 7 heures que je suis debout à regarder ça. Je veux pas regarder Roman Reigns contre Brock Lesnar parce que je sais ce qui va se passer. Et après, à la dernière minute, je me suis dit, bon allez, je reste. Et ça a été 10 minutes de Brock Lesnar qui essuie le sol avec Roman Reigns et qui repart avec le titre. Aucune hit, rien, c'était la fin du monde. Et je pense que cette année, ils vont faire. Mais Charlotte, elle est bien. Elle a battu Asuka et les 2 d'un coup. Alors. Je penserais ça si ils avaient pas fait de Charlotte une championne la semaine dernière. Je pense que ça y est, ils ont bien expliqué que Charlotte était vraiment très très forte. Mais on le savait. Ouais, mais on l'avait pas bien compris. Maintenant on le sait. Ça m'étonnerait qu'ils fassent gagner Ronda Rousey parce que ils l'ont mis spécialement en méchante pour cette rivalité-là. Je pense que Becky Lynch est vraiment celle qui va... C'est son histoire avec Becky Lynch. Depuis le début, c'est son histoire à elle. Les autres sont on tournait autour, voilà, c'est des NPC quoi. Les faire valoir, je sais pas. Non, c'est pas des faire valoir, c'est vraiment des personnages de son histoire. Ronda Rousey est même devenue heel pour qu'il y ait une meilleure dynamique autour de Becky Lynch. Et le fait que ce soit le main event, pour moi, ça veut dire on se dirige vers une image finale de Becky Lynch qui brandit les 2 titres à la Battle Royale. Honnêtement, j'aimerais... Ça me semble cohérent, même à l'échelle de la WWE, Parce qu'en plus, elle vend du merch, elle est charismatique, elle marche bien, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Mon pronostic va aller sur Becky. D'accord, mais le mien aussi. Mais il y a une part de moi qui me dit... Ouais. Ah, mais y a que Ronda Rousey. Ronda Rousey, vraiment, je la vois pas. Pour moi, le fait qu'il y ait 3 personnes, ça veut vraiment dire on peut faire gagner quelqu'un d'autre sans faire perdre Ronda Rousey. Sans faire perdre de la force à l'autre. Ouais. Voilà. Et il y a des rumeurs comme quoi Ronda Rousey va partir pendant un an là pour vivre sa vie. Je crois qu'elle veut faire des bébés, il me semble. Ouais. Je vous le dis ici. Si vous voyez Charlotte. Si Charlotte gagne, n'hésitez pas à venir le mercredi sur Twitch. Je sens qu'il va y avoir une ère de débutance. On va tous être hyper salés si c'est Charlotte qui gagne. Mais je pense que Charlotte qui gagne, c'est moins pire que Ronda qui gagne. Je sais pas. Alors franchement, je préférerais que Charlotte gagne. En fait, si Ronda gagne, ça serait la facilité en fait. C'est ça, Ronda, elle est invaincue en PPV. Elle est invaincue en PPV. Elle est. Ah, j'avais préparé plein de stats rigolotes et j'en ai pas parlé. Oh. Genre tous ceux dont c'était le premier WrestleMania, comme Samoa Joe. Comme Tony Nese et Buddy Murphy, les 2 c'est leur premier WrestleMania. Il me semble que Becky Lynch est la seule qui a participé à des WrestleMania mais qui n'en a gagné aucun.
Elle est à 0 sur 2, Becky Lynch. Il y a une autre stat qui est rigolote pour NXT TakeOver. Adam Cole est le seul qui a un ratio de 200% au TakeOver d'avant WrestleMania. Parce que l'année dernière, il a participé à 2 matchs, il a gagné les 2. Okay. Voilà. Il est fort, il est très fort. c'est rigolo. Ok. Raison de plus pour faire gagner Gargano, parce que sinon il se retrouve avec un ratio, voilà, un ratio vraiment abusé. Pété, ouais. C'est-à-dire que le mec il a plus de 100% de victoire. Bref, que penses-tu de ces 2 cartes d'une façon générale? C'est trop long. Non, pas NXT, parce que NXT en fait représente le format parfait. Encore une fois, j'en discute beaucoup sur les talk shows, c'est que pour moi c'est la vieille école. Raw à l'époque faisait 45 minutes, je crois. À 1h30 pour Raw, c'est bien par exemple. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Et les pay-per-view avant faisaient 2h, 2h30 grand max. Et c'est très bien, tu passes un très bon moment, tu regardes un gros film. Ouais. Je veux dire, en 3 heures, tu peux voir Le Seigneur des Anneaux, donc il n'y a aucune raison que tu puisses pas voir un pay-per-view. S'ils n'arrivent pas à te raconter des histoires en 3 heures, c'est qu'il y a un problème. Et pour moi, à côté, je regarde le produit NXT, ça dure c'est 50 minutes par semaine et 2 heures de pay-per-view. En fait. Voilà. Et maintenant, pour moi, les pay-per-view du main roster, c'est abominable. C'est une horreur. Alors, pas en termes de spectacle, parce que ça en envoie plein la vue et tout ça. Et je sais que d'avance, les gens vont dire, mais est-ce qu'on a regardé le main pay-per-view? Ça reste les deux des événements fantastiques. Hein. C'est super cool à voir. Il y a quand même des bons matchs, faut pas déconner non plus. C'est pas une soirée horrible. Bien sûr. Quoi qu'ils peuvent me surprendre encore. Ah, mais c'est trop long. Cette carte a largement le potentiel d'être vraiment à chier. Hein. Mais en fait, ça me rappelle WrestleMania 2. Où il y avait, mais je crois que c'était 14 ou 15 matchs. Alors malheureusement, je sais au fond de moi qu'ils changeront jamais ça. Ils vont rester sur le format 3 heures d'Euro et 7 heures de pay-per-view. Ils vont continuer à aller... Mais ouais, mais en fait, il faut que les gens arrêtent d'acheter les billets, d'acheter les pay-per-view, parce que eux ils se disent, bah c'est cool, on peut caser... Non, même pas, ils mettent pas de pub puisque c'est sur le network. Non, ouais, pas les pub, pas de pub. Parce que du coup, eux ils se disent, ah ben si les gens achètent, c'est qu'ils veulent. Alors que je suis sûr qu'ils s'y retrouveraient beaucoup plus financièrement s'ils faisaient des trucs plus courts, mais vraiment condensés de qualité, qui soient agréables à regarder et que tu puisses même revoir le lendemain facilement. Je pense que ça fait un moment qu'ils ont laissé tomber le concept de qualité. C'est-à-dire qu'ils se disent, si vous avez des idées, proposez-les, puis on verra. Ouais, mais c'est con parce qu'au final, moi je pense d'un point de vue financier. Tu vends ta carte. Donc tu la vends au même prix qu'avant, plus ou moins, tu vois. Donc tu fais ta rentrée d'argent. Il y a les gens qui vont le voir dans l'arène, il y a les gens qui regardent un pay-per-view, comme toi, moi, tout ça. Et derrière, tu fais une soirée où tu dis, il faut que ça dure 7 heures, il faut qu'on case un maximum de catcheurs qui vont venir catcher 2 minutes et ternir, donc tu dois les payer. Ouais. Tu dois payer les techniciens pour tenir tout ça pendant 7 heures. Du coup, ça te coûte ultra cher pour au final avoir des gens qui sont en mode c'était nul, tu vois. Alors que non, je suis désolé, les WrestleMania sont toujours bien, mais le problème c'est que c'est tellement long et épuisant et c'est un combat contre Mike Tyson que t'en ressors. Même s'il y avait d'excellents matchs, t'as toujours cette notion de fatigue qui te pourrit le ressenti. Et arrêtez. Donc ouais, moi je pense que ça va être un peu comme les dernières, c'est-à-dire ça va être beaucoup de what the fuck. Je pense qu'il va y avoir des moments qu'on va jamais voir venir. J'ai gardé un bon souvenir de l'an dernier, mais c'est les 7 heures pour moi, c'est le syndrome de Stockholm, tu sais, qui m'a fait du mal. Je garde un bon souvenir parce que les 2 premiers tiers étaient vraiment énormes. Et après, c'est la fatigue qui prend pas. Non, après, c'est Brock Lesnar qui gagne. C'est Brock Lesnar qui gagne. Les 3 derniers matchs, je crois, de WrestleMania l'année dernière, c'était une catastrophe. Oui, ça a commencé avec cette Rollins contre Finn Balor contre The Miz. Ah putain, il y avait AJ Styles et contre je sais plus qui, et on n'était pas hypé en fait. Non, c'était AJ Styles contre Shinsuke Nakamura. Et on n'était pas hypé. Bah en fait, on était grave hypé, et puis pendant le match, ah bah c'est pas aussi bien que ça en fait. Ouais, non, ils ont eu des meilleurs matchs après. En fait, le premier match Nakamura et AJ Styles n'était pas fou. C'est vrai. Donc ouais, bon. Il y a du potentiel, ça peut être une carte de merde, je pense que ça sera entre les deux et que ça sera surtout très surprenant parce qu'ils adorent faire ça. Par contre, j'ai peur de la perte de vitesse de la NXT. Parce qu'autant NXT en 2018 a eu des pay-per-view fantastiques, parfaits en tout point. Par contre, pour moi, les 2 derniers, j'ai envie de dire, j'étais là, j'ai fait... C'était bien, mais le problème c'est que quand tu t'habitues à un certain niveau de qualité, c'est ça, ils sont... Quand tu reproduis la même chose, et pourtant c'est en haut, mais t'as l'impression, tu sais, c'est comme, j'en parlais, c'est l'effet Primus. Primus, c'est un groupe que j'adore, que je suis depuis, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils jouent. Et les premiers albums, tu dis, oh putain, cette technique et tout, c'est incroyable. Et puis 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, ils te sortent un album, et je fais, oh putain, c'est cool, ils ressortent un album, tu l'écoutes et tu fais...
Ouais, c'est Primus. Et pourtant, c'est au-dessus de 80% de ce qu'on fait actuellement. Mais t'es tellement habitué à avoir de l'excellence que c'est devenu normal, tu vois. Ouais, mais je comprends, je comprends bien. Merci à tous d'avoir regardé ce pronostic. On se retrouve dans la nuit dans la nuit de vendredi à samedi pour Takeover et dans la nuit de dimanche à lundi pour WrestleMania 35 si vous voulez vous mettre au catch, c'est le moment ou jamais parce que c'est la fin de plein d'histoires, c'est le début de plein d'histoires. Et puis voilà, sinon passez une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao.